avez le croisé antérieur, c'est deux faisceaux, antéromédial et postérolatéral. Et quand on va examiner un patient, qu'on fait un test de Lachman, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, vous voyez, c'est une courbe force-déplacement. Donc on tire sur le genou. Et puis, ça, c'est un croisé sain. Et ça, c'est un croisé cassé. Et quand on fait un Lachman, qu'est-ce qu'on fait? On va évaluer à une force donnée. On est à peu près symétrique. Donc on va dire qu'on va tirer à 12 kg manuellement comme ça. Et on va évaluer le différentiel de laxité antérieure entre le genou sain et le genou malade. Ça, c'est le Lachman. Mais c'est pas si facile que ça. Même quand on a l'habitude, je pense que j'ai l'habitude, il m'arrive quelques fois par an de me dire j'ai fait ça et puis ma mesure arthrométrique elle est différente. Alors on s'est dit super, l'IRM, on est content, on va avoir l'IRM et puis la machine va nous dire ce que vraiment a le genou. Mais en fait, il faut être vraiment extrêmement réservé et vigilant sur ce que vous pouvez espérer de l'IRM. Normalement, vous devez avoir pas 36 solutions, c'est-à-dire pas de rupture partielle, donc un des deux faisceaux, ou rupture totale. Alors, d'une part, dans les comptes rendus de radiologue, si vous les lisez, il y a souvent de la littérature, c'est-à-dire c'est une déchirure, pas une rupture, c'est une élongation, c'est rupture au moins partielle, au moins ça a l'honnêteté de dire je sais pas, et c'est ou partielle ou totale. Donc schématiquement, il faut vous dire une seule chose, si vous avez des images sur le croisé antérieur, ça peut être soit une rupture partielle, soit une rupture totale. Ça, c'est vrai que l'IRM ne va pas méconnaître une lésion. Mais entre partielle et totale, elle ne saura jamais faire la différence. Enfin, très rarement faire la différence. Et aussi, il faut savoir que les lésions partielles vieillissent, c'est-à-dire une lésion d'un faisceau vue à 6 mois par l'IRM, très souvent, vous avez une laxité antérieure minime. Enfin, on va le voir aux mesures, mais l'IRM la méconnaît. Et c'est vrai que ces images-là, vous voyez, c'est très rare. Là, vous avez un faisceau antéromédial qui est cassé, qui est en battant de cloche, et le postérolatéral. Mais je l'ai prise en photo il y a 10 jours. Je peux vous dire que c'est une image extrêmement rare qu'on ait ce type d'image-là. La rupture totale, ça encore, ça va. Et puis, on peut comprendre les radiologues, parce que vous voyez, vous arrivez dans l'articulation avec ce ligament croisé qui a l'air tout à fait sympathique. Il vous dit, il est super, le ligament. Eh bien, non, il n'est pas super. Vous voyez qu'il est complètement décollé de la partie latérale, médiale du condyle latéral. Et donc, de ce fait, on a voulu développer des mesures. Il y a eu différents appareils. Le premier, historique, l'arthromètre, le KT1000 de Dell Daniels. Vous voyez, publication ancienne, 40 ans. Et ça, c'est vraiment très efficace. Pour moi, c'est le plus efficace. C'est-à-dire que vous allez mesurer le genou, et là, vous dites, 3 mm, bien sûr, rien, c'est un croisé sain. 3 mm, c'est une rupture partielle. 6-7 mm, c'est une rupture totale. D'autres petits appareils, comme le rolliméteur. À Origina, j'ai le rolliméteur. À l'INSA, j'ai l'arthromètre. L'arthromètre, c'est vous voyez l'aiguille qui se déplace, et c'est quand même assez intéressant. Et puis après, bien sûr, le genou robe. Le genou robe, c'est la même chose. L'arthromètre, vous avez des points sur une courbe. Vous avez 7 kg, 10 kg, 15 kg, et le maxi manuel. Et le genou robe, c'est une force continue, et ça vous donne donc une courbe force-déplacement. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, avec donc le différentiel. Ça, c'est le maxi manuel de l'arthromètre, ou c'est le Lachman quand vous le faites. Et puis, vous avez votre courbe de force-déplacement. Et puis enfin, les radiographies dynamiques. Alors, c'est bien les radiographies dynamiques, mais bien sûr, c'est irradiant, c'est plus lourd, c'est compliqué. Mais quand on n'a pas de genou robe, quand on n'a pas d'arthromètre, ça peut être une bonne solution pour mesurer la laxité. Vous voyez les radiographies dynamiques avec le tiroir antérieur qu'on mesure parallèle à la corticale postérieure du tibia, projeté sur la corticale postérieure, et la différence entre le bord postérieur du plateau tibial et le bord postérieur du condyle interne. Voilà, pour la laxité postérieure, c'est pas le sujet, mais en tout cas, là, pour le coup, la seule solution, ce sont les radiographies dynamiques, puisqu'à 80 degrés, on n'a pas de machine qui mesure facilement à 80 degrés de flexion. Et donc, la conséquence, c'est à 2 mois, pour ce qui me concerne, laxité de moins de 2 mm différentielle, ce qui est toujours le cas, reprise du footing dans l'axe, si le patient a bien récupéré. Donc maintenant, on va passer à l'évaluation isocinétique. Je passe la parole à Yvan. Donc Yvan Bruce, il est avec nous à l'INSA et il s'occupe spécifiquement, outre son travail d'ostéopathie, spécifiquement des évaluations isocinétiques. Merci, bonjour.
Alors, à l'INSA, on a la chance d'avoir récupéré le matériel du docteur Mandrino, donc à savoir le Contrex, appareil isocinétique, qui nous permet de faire des analyses et aussi de la rééducation. Donc l'intérêt, c'est de fournir des valeurs objectives et reproductibles, puisque c'est graphique et numérique, sur l'état neuromusculaire du patient. Ce qui va nous indiquer, surtout ce qui va nous intéresser au niveau du genou, ça va être de mesurer la perte de force, d'endurance des différents groupes musculaires en fonction de leur mode de contraction, concentrique ou excentrique. Donc, comme je vous ai dit, les indications, donc en post-chirurgie, on respecte un délai de 4 mois après les opérations du genou dans le cadre du ligament croisé. On peut s'en servir également pour des bilans de pré-saison ou intersaison chez les sportifs. On peut s'en servir pour les troubles neurologiques ou les troubles neuromusculaires et tout un tas d'autres applications. Les contre-indications sont bien évidemment donc les fractures, pseudarthrose, les tumeurs, grossesse, radiothérapie, les anomalies, les pathologies vasculaires. Les contre-indications relatives, donc les lésions musculaires récentes, en dehors du grade 2 et 3, pas de bilan, on fait de la rééducation. Voilà, chirurgie récente, évidemment, donc c'est une contre-indication relative pour qu'on puisse quand même faire un bilan. Donc la mise en place du patient, ça c'est important à respecter. Pour avoir la reproductibilité du test, il faut que le patient soit mis en place de manière très protocolisée. Donc on met les butées en extension et les butées en flexion. C'est une machine qui est très puissante, il faut absolument faire attention à bien régler les butées pour éviter les lésions. On fait également une compensation des forces de pesanteur pour éliminer le poids du membre mobile. Donc voilà, vérification des sangles. On donne le maximum de points fixes au patient. Donc on va l'attacher au niveau thoracique par 2 ceintures fixes, le genou opposé par une sangle, non, le genou opposé par une butée tibiale et le genou en mobilité par une sangle au niveau du fémur. Une chose qui est très importante, c'est le biofeedback et l'accompagnement du patient. Vous allez le voir dans la vidéo qui est juste après. On a mesuré une perte de presque 20% quand le patient n'est pas stimulé au niveau de la force max. Donc, dans notre protocole, on va réaliser le test à 2 vitesses. Vitesse lente sur le quadriceps et vitesse rapide sur le quadriceps. Et excentrique en vitesse lente, bien sûr, pour éviter les lésions, sur les ischio-jambiers. Voilà, donc là, on a une patiente qui s'est fait opérer il y a 4 mois. Donc on a l'évolution en direct de la contraction. Après, on pourra parler aussi de l'analyse des fibres, etc. Donc ça, c'était le quadriceps à vitesse lente. Ouais, là, on voit le quadriceps à vitesse rapide. Je ne sais pas si on m'entend bien stimuler la patiente. Voilà, également, je lui mets aussi l'écran devant elle pour qu'elle puisse avoir le feedback visuel de sa contraction et qu'elle puisse essayer à chaque fois de battre la précédente répétition. Vas-y. La dernière vidéo, c'est la contraction excentrique des ischio-jambiers. Voilà, donc là, la patiente retient l'extension du genou. Elle a 3 répétitions pour réaliser son test et faire le maximum à chaque fois. Ok. Donc au niveau graphique, on voit à 4 mois, c'est ici à 4 mois post-opératoire, on voit donc 3 courbes. La courbe bleue, donc, on va commencer par la rouge, donc les quadriceps à vitesse lente en concentrique, les quadriceps à vitesse rapide en concentrique en vert, et les ischio-jambiers à vitesse lente en excentrique. Sur cette courbe, les courbes normales doivent montrer un quadriceps en rouge, donc à vitesse lente, qui fait une cloche comme ça. Donc là, on voit que ce n'est pas du tout le cas. Le quadriceps à vitesse rapide, parfois même, normalement est plus lent. Là, il est quasiment plus puissant, pas plus lent, plus puissant.
normalement il est moins puissant. Donc là on voit qu'il y a une anomalie et les ischio-jambiers semblent corrects. Donc ça c'était à 4 mois, on voit le déficit. À 6 mois, donc après une rééducation, on voit qu'on a récupéré des courbes quasi on va dire correctes, même s'il y a quelques anomalies, mais qui ne concernent pas forcément le ligament croisé en fait. Donc là on voit la courbe des quadriceps à vitesse lente qui est bien remontée, la courbe à vitesse rapide qui reste en deçà, comme on a expliqué, et celle-là qui est intéressante, on va comparer la bleue et la verte surtout, pour l'instabilité du transplant. La bleue doit passer au-dessus de la verte. Ça veut dire que les ischio-jambiers doivent retenir en excentrique plus de force que les quadriceps en vitesse rapide. Donc là, on voit qu'en fin d'amplitude de flexion, donc on a quand même cet espace sous la courbe, ici, qui n'est pas protégé. Voilà, donc c'est ce que je disais. Donc l'évolution, on superpose les courbes avant-après. Et en fonction du résultat entre avant et après, on réoriente la rééducation avec des exercices différents. En tout cas, on communique entre kinésithérapeutes pour pouvoir adapter et optimiser le traitement. Au niveau des chiffres, je vous ai mis que les 2 lignes principales et qui nous intéressent. Donc le couple max des extenseurs, là on a 76 newtons, ce qui correspond à 0,89 de couple moyen par kilo de poids de corps. C'est très insuffisant. Chez les personnes, on va dire, normales, ça doit être supérieur à 2. Et on attend un résultat supérieur à 2,5 chez les sportifs de haut niveau. Cette valeur, c'est les quadriceps à vitesse rapide. On attend à ce qu'elle soit supérieure à 1,5 chez les personnes normales et supérieure à 2 chez les sportifs de haut niveau. Donc on voit qu'on est 2 fois moins bon que la norme. Celle-ci, c'est la valeur des ischio-jambiers qui doit être supérieure ou égale au quadriceps à vitesse rapide, que j'ai laissé donc ici, et dans tous les cas, supérieure à 1,5 minimum. À 6 mois, on voit qu'elle a bien évolué, Johanna. Elle a un ratio à 2,02, donc elle a juste la moyenne. Étant sportive de haut niveau, ça ne va pas suffire. Sur celui-ci, on voit qu'elle n'a pas récupéré en vitesse rapide, donc la valeur est insuffisante. Alors ça, c'est peut-être lié au fait que, je dis peut-être parce que ce n'est pas le domaine que je maîtrise le mieux, c'est peut-être lié au fait qu'en rééducation, il n'y ait pas eu de travail justement en explosivité. Oui, là je me suis trompé, ici c'est à 6 mois, c'est pas à 4 mois. La valeur des ischio-jambiers est bien remontée, donc elle protège complètement le transplant. Au niveau des résultats numériques, donc on voit vraiment très objectivement si le patient a récupéré son déficit par rapport au côté opposé. Là, j'ai comparé la jambe du même côté, mais on a aussi des courbes qui comparent le côté opposé. En mesurant le côté opposé, ça nous permet d'avoir une référence de ce qu'elle est capable de faire du côté sain. Au niveau des graphiques, on va pouvoir rechercher les anomalies. Alors, ce qu'on appelle les incidents de courbe, là, j'en ai pas parlé parce qu'on parle que du ligament croisé, mais en fonction de la forme de la courbe du quadriceps, on peut faire un début de diagnostic, ou en tout cas donner une piste sur des éventuels syndromes féropatellaires ou les méniscopathies. Voilà, je vous remercie. Je vous passe la parole à mon confrère Nils Sargenta, qui va vous parler du CASTART, qui vient en fait en complément à 6 mois. C'est à 6 mois ? Oui, donc le CASTART, c'est un test qui a été mis au point par les Lyonnais, mes copains lyonnais, et qui s'est bien développé et qui va donner un élément d'évaluation fonctionnelle dynamique. C'est-à-dire que, je dirais, l'évaluation cynique, c'est assez brut, c'est de la force. Et là, on va avoir vraiment une évaluation fonctionnelle. Et on a vraiment le besoin de ces 2 aspects-là pour avoir une idée pour la reprise sportive. Et donc, Nils et Michael sont les 2 spécialistes qui nous font ces tests. Alors il faut un peu de surface pour les faire, parce qu'il faut au moins 50 mètres carrés, mais vous allez voir, très intéressant. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Nils Sargenta, j'ai eu le plaisir d'intégrer l'INSA en novembre dernier. Voilà, et comme ça a été expliqué, donc, je suis kiné du sport et je fais les bilans isocinétiques et les CASTART.
Donc, comme l'expliquait Yvan, l'isocinétisme est un outil très intéressant qui donne des valeurs, notamment en analytique. Donc on peut regarder des taux de montée en force, on va avoir plein de valeurs super intéressantes. Le principal reproche qu'on peut y faire, c'est que malheureusement, c'est pas du tout fonctionnel. Et j'en profite également pour rebondir sur ce qu'a pu dire le docteur Mandrino, c'est que les résultats après une ligamentoplastie du croisé antérieur ne sont malheureusement pas excellents encore aujourd'hui. On observe dans plusieurs grosses études de cohorte et méta-analyses donc des taux de rupture qui sont encore malheureusement, selon les études, entre 7 et 15% du même côté. Et souvent, on peut observer qu'une moyenne à 1 an post-opératoire, 8% de rupture controlatéraux. À savoir que ce taux de rupture, évidemment, dans les populations les plus à risque, notamment les sportifs qui pratiquent les sports pivot-contact, monte entre 18 et 28%. Donc ça veut dire qu'on a quasiment un tiers de ces patients-là qui vont malheureusement avoir de nouveau une rupture. Concernant le taux de retour au sport, qui évidemment est l'objectif cible de nos patients sportifs qui ont bénéficié d'une reconstruction du croisé antérieur, il y a 50 à 65% des sportifs amateurs qui reprennent à leur niveau antérieur, préalable à la lésion, donc malheureusement 1 sur 2. Et cette statistique est un petit peu moindre, puisqu'on a 83% des sportifs professionnels qui peuvent reprendre au niveau antérieur. On peut donc se poser la question de la pertinence des tests qui sont réalisés après chirurgie. Donc, les délais temporels sont très intéressants, mais malheureusement insuffisants pour prédire un retour au sport de manière efficace. Et dans la littérature, on voit qu'il y a 60% des études qui utilisent des tests isocinétiques et seulement 14% des études qui vont utiliser des tests fonctionnels. Et là, on parle bien de la littérature scientifique. Donc on peut supposer qu'en milieu clinique, ces statistiques sont encore bien moindres. Donc dans la prise en charge du continuum du LCA, va intervenir la chirurgie, puis la rééducation, la réathlétisation et la reprise du sport. Et donc il est impératif de réaliser une batterie de tests isocinétiques pour le côté analytique et des tests fonctionnels, notamment avec les CASTART, qui vont pouvoir vous être présentés dès à présent. On peut également ajouter à cela qu'il y a une très bonne corrélation entre les tests isocinétiques et les tests fonctionnels CASTART, et que la réalisation du CASTART peut être faite immédiatement après le test isocinétique, à condition d'avoir un résultat minimum supérieur à 80%. Donc ce sont les ratios que Yvan a présentés au préalable. On en vient au CASTART. Donc voici le programme. Donc il est composé de 7 tests. On a d'abord un questionnaire psychologique qui est le ACLRSI. On a ensuite un test qualitatif, le Single Leg Landing. Puis ensuite on a divers tests de saut, le Single Hop Test, le Trip, le Side Hop, le Crossover. Et on finit avec un test de déplacement, on va enregistrer la vitesse, qui est l'Illinois modifié. Donc tout d'abord le ACLRSI, donc c'est un questionnaire psychologique. Pour les personnes qui n'ont pas forcément réalisé la formation CASTART, il est disponible en ligne, gratuit pour tout le monde. Et vous avez un algorithme qui vous donne directement le résultat. Donc il suffit de rentrer le nom, le prénom, date de naissance, etc. De donner directement la tablette ou installer le patient à l'ordinateur, lui demander de remplir le test. Et ensuite, voilà, vous avez le score. Je ne sais pas si on voit suffisamment bien, mais juste ici, là, qui apparaît directement. Le tout premier test donc est l'ACLRSI qui va donc voilà, comme ça a été déjà dit, évaluer l'état psychologique lié à la reprise de l'activité. Et on peut considérer qu'un score supérieur à 72% à 6 mois va être un facteur positif de reprise du sport. Le second test va être le Single Leg Landing. Donc on va pouvoir demander aux patients de réaliser un saut d'une hauteur de 30 cm. C'est un saut unipodal. Donc par exemple là sur la suite d'images qu'on peut avoir, on voit une personne qui saute membre inférieur droit, qui se réceptionne membre inférieur droit. Pour éviter tout rééquilibrage parasite avec d'autres segments, on demande qu'il soit normalisé avec les mains sur les hanches. Et donc, on n'enregistre pas de données quantitatives, c'est un test purement qualitatif, où on va surtout évaluer dans le plan frontal le valgus ou le varus du genou. On est surtout sur du valgus, surtout quand on sait qu'il y a 85% des mécanismes lésionnels du croisé qui sont sans contact, et avec du coup le valgus dynamique qui est le principal facteur au niveau biomécanique. Concernant les tests de saut, donc là on passe sur une évaluation quantitative cette fois-ci. Il y a le Single Hop Test. Donc on demande aux patients de faire simplement un saut horizontal vers l'avant, un saut unipodal, voilà, avec une propulsion vers l'avant.
Sur ce test, on évalue essentiellement la force concentrique du quadriceps, puisqu'on évalue surtout en fait la force de propulsion, la réception étant plus facile derrière. Les normes pour ce test sont 1,50 m pour les hommes, 1,20 m pour les femmes, et ensuite le LSI, le Limb Symmetry Index, l'index de symétrie des membres inférieurs, peut être calculé. Ensuite, on va avoir le triple hop test, donc au même titre que le single hop test qui a été présenté préalablement, c'est une propulsion vers l'avant, sauf que cette fois-ci, au lieu de faire un saut simple, on fait un triple saut. C'est la traduction littérale. Cette fois-ci, on va évaluer la capacité pliométrique dans l'axe du patient. Et encore une fois, on va retrouver des normes pour les hommes avec 4,50 m, pour les femmes 3,60 m, et une nouvelle fois, on va avoir l'index de symétrie des membres inférieurs qui pourra être calculé. Donc on a à la fois le ratio jambes opérées, jambes non opérées, mais également du coup des mesures standards, des normes. On en vient ensuite au side-up test. Donc on va demander au patient d'effectuer une série de sauts sur un délai donné de 30 secondes avec des bandes placées au sol, distantes de 40 cm, comme on peut le voir sur le schéma. La valeur que l'on va enregistrer est le nombre de répétitions. Donc dans le cadre de ce test, il s'agit d'une évaluation de l'explosivité sur les 15 premières secondes, c'est-à-dire qu'on prend le nombre de sauts réalisés sur les 15 premières secondes pour avoir l'explosivité, puis à la fin des 30 secondes, cette fois-ci, on va enregistrer l'endurance musculaire. Sachant que si le sujet mord sur une des bandes, fait un mauvais appui, se réceptionne avec l'autre pied, ce sont des sauts qui sont décomptés. C'est-à-dire que, admettons, il est à 15, le 16e saut n'est pas bon, il reste à 15. Et donc cette fois-ci, on va avoir 4 normes. Donc, pour les hommes, à 15 secondes, on va attendre 30 sauts. Pour les femmes, 25. Et les normes à 30 secondes, on est sur moins 10% x 2. Donc par exemple, pour les hommes, à 15 secondes, on est à 30, moins 10%, 27, x 2, 54. Puisqu'il y a une perte d'explosivité avec la répétition. C'est ce qui nous fait la différence entre 15 et 30 secondes. Voilà, et donc pour les femmes, de même, on va attendre 54 sauts sur 30 secondes. 25 sauts sur 15 secondes, 25 sauts sur 15 secondes, pardon, et 45 sauts sur 30 secondes. Et une nouvelle fois, on peut calculer l'index de symétrie des membres inférieurs à 15 secondes et à 30 secondes. On en vient ensuite au crossover hop test. Donc c'est un petit peu le même principe que le triple hop test qui a été présenté avant, sauf que cette fois-ci, le sujet va devoir croiser une bande de 30 cm avec 3 appuis successifs. Donc cette fois-ci, c'est une évaluation de la capacité pliométrique, mais hors axe. Alors que dans le cadre du triple hop test, c'était une évaluation de la capacité pliométrique, mais dans l'axe. L'ordre des tests a également une pertinence. Si jamais ça vous intéresse, on peut y revenir après. Et donc les normes qu'on va attendre sur ce test sont les mêmes que la valeur du triple hop test, moins 1 mètre. Et on termine enfin avec le dernier test, le 7e et dernier, qui est l'Illinois modifié avec changement de direction. Donc, comme on peut le voir sur ce schéma, il y a différents plots qui sont répartis. Donc, il faut une assez grande surface. Il faut au minimum 5 mètres par 5 mètres, plus un petit peu de marge au cas où le sportif soit contraint de décélérer par la suite. Donc, ce que vous pouvez voir en bleu, ce sont les différents plots. Sur cette épreuve-là, donc, oui, pardon, vous avez le sens de direction avec les flèches bleues. Donc, on va demander au patient d'avancer. Ensuite, de repartir dans l'autre sens, faire le tour des plots, remonter de l'autre côté et arriver à la fin tout en bas à droite sur la diapositive. Sur ce test, on évalue la vitesse avec des changements de direction. Et les normes que l'on peut attendre sont 12 secondes 5 pour un homme et 13 secondes 5 pour une femme. L'interprétation du score K-Start est la suivante. Un résultat inférieur à 50% représente une contre-indication absolue à la reprise. Il faut poursuivre la rééducation. Entre 50 et 60%, il y a la possibilité de reprendre le sport dans l'axe, donc la course à pied en est le meilleur exemple. Entre 65 et 80%, il y a la possibilité de reprendre hors axe, mais sans contact. Et enfin, pour des résultats qui sont supérieurs à 85%, c'est une validation de retour au sport, avec une reprise hors axe et avec contact. Attention cependant, c'est une condition sine qua non, il faut évidemment qu'il n'y ait pas de valgus. D'où la mesure qualitative qu'on a sur le deuxième test qui a été présenté. Pour récapituler tout ça, si vous voulez, on va mettre une petite vidéo qui va récapituler le propos. Donc là, le step landing, bon, tout est affiché de toute façon. Single up test.
Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si je puis me permettre, Nils, une petite précision sur les chiffres que tu as donnés. Dans ces études, souvent, les chiffres que tu as donnés, c'est les taux de réintervention chirurgicale après plasie du LCA. Et dans les réinterventions, il y a tout. Il y a les cyclopes syndromes, il y a les lésions méniscales, etc. Ce que je veux dire, c'est que le taux de rupture itérative n'est pas aussi haut. C'est une intervention qui va comprendre tout le reste. On n'est pas, heureusement d'ailleurs, à 25% de rupture itérative, mais il n'empêche que toutes ces lésions secondaires, notamment méniscales, elles sont la conséquence certainement de nos échecs de suture méniscale, ça aussi, mais aussi du mauvais contrôle musculaire. Oui, bonjour. Je suis Monsieur Barthes, kinésithérapeute sur Toulon. J'avais une question au niveau de l'isocinétisme. Vous nous avez dit que vous aviez commencé les tests ISO. J'ai un appareil d'isocinétisme aussi, moi, à mon cabinet. L'entrée dans les tests isocinétiques se fait par un choix dans les vitesses d'utilisation, surtout dans le bilan. Je voulais savoir, chez vous, à l'INSA, quelles sont les vitesses que vous avez utilisées ou que vous utilisez pour faire votre bilan isocinétique, et quel type d'échauffement vous faites aussi avant le test. Alors, pour les précisions techniques, on fait un échauffement de 5 à 10 minutes sur vélo ou sur tapis de marche ou tapis de course, en fait, ça dépend. Si le patient est d'accord, bien sûr, c'est soit l'un, soit l'autre. Ensuite, concernant les vitesses angulaires de l'appareil isocinétique, quand on parle de vitesse de quadriceps concentrique à vitesse lente, on fait le test à 30 degrés secondes. Pour la 60 ? Ah oui, excuse-moi. Là est ma question, en fait. Ouais. Bah, en fait, vous voyez, votre un petit peu décision, elle est là, exactement là. C'est que je vais vous donner une anecdote que moi j'ai, parce que l'ISO, on l'utilise maintenant depuis 5-6 ans. On a reçu des tests d'autres structures, comme le CERS par exemple, et la norme, enfin en tout cas, nous, ce qu'on a relevé dans la littérature, dans l'exploitation de l'appareil qu'on a eu avec Atlex, parce qu'on bosse avec eux, c'est tester les genoux en vitesse lente à 60 degrés secondes et à 2,40 en vitesse rapide, voilà, et à 30 degrés secondes en excentrique. Voilà. Sauf que quand vous faites de la comparaison de tests, que ce soit avec le CERS ou que ce soit avec les équipes de France aussi, que ce soit le hand, nous on bosse avec le hand par exemple, on se rend compte des fois que la normalisation des vitesses n'est pas tout le temps possible, enfin, se fait pas tout le temps de la même façon. Donc c'était pour ça, ma question était là, de savoir un petit peu. Ouais, nous on applique le protocole de la SOFMER en fait, donc c'est ce que tu disais, donc 60 degrés secondes de vitesse lente, 2,40 et 30 pour les ischio-jambiers en excentrique. Voilà. Très bien. Nous, ce qu'on a juste ajouté, par exemple, c'est une expérience perso, ce qu'on a ajouté sur la vitesse rapide à 240 degrés secondes, c'est d'y faire un test de fatigabilité musculaire. C'est que, quitte à vouloir prendre une donnée max en vitesse rapide, autant l'utiliser avec de la répétitivité. Tu mets combien de répétitions ? Alors voilà, en fonction de la personne qu'on a en face de nous, que ce soit quelqu'un de sédentaire, une femme ou un sportif de haut niveau, eh ben on intègre en fait une répétitivité différente. C'est-à-dire par exemple quelqu'un de sédentaire, on va lui demander 15 répétitions à 240 degrés secondes à exercice maximum de rapidité, et puis sur un sportif de niveau, un rugbyman, une handballeuse, on va en demander 30. Alors l'intérêt de la fatigabilité musculaire, c'est de voir un peu comment dégrade le muscle au fur et à mesure des répétitions, et de voir si, enfin pour moi, je te donne mon expérience perso, parce que l'ISO c'est un peu ça aussi, c'est encore très empirique et il y a encore beaucoup de choses à travailler dessus, je trouve, et que la dégradation musculaire, la pente de dégradation, permet de voir si quelqu'un qui fait un sport en pivot avec de l'explosivité, elle est bien dans ses normes, dans ce qu'elle va vouloir retrouver après, ou si c'est quelqu'un de sédentaire qui fait beaucoup de sport, on va dire en aérobie, de la marche nordique, et qu'elle a une explosivité du quadriceps qui est pas la même, qui te permet de voir si elle est bien dans le même registre musculaire, qu'est-ce qu'elle aura besoin pour son retour au sport. Tu adaptes un peu ton bilan en fonction des objectifs sportifs. Okay.
J'avais eu le cas effectivement avec des sportifs qui étaient partis au CERS, etc. Et c'est vrai que c'est assez problématique parce que du coup, on est contraint de refaire le bilan parce qu'on va pas commencer à faire des ratios, etc. Si on a un test à 90 degrés secondes pour un quadri fort, même si 90, ça commence déjà un petit peu à être trop élevé à mon sens, hein, mais on est obligé de le refaire à 60 parce qu'en fait, les données sont pas du tout transposables. Donc ça m'est arrivé d'avoir un test ISO du CERS et en fait, on est obligé de le refaire pour pouvoir évaluer les données. Et petite anecdote aussi, j'ai eu une skieuse de l'équipe de France là il y a pas longtemps et son prépa physique me demandait un test mais complètement différent de ce qui est fait habituellement. Voilà, donc ouais, ça rejoint le fait que selon les sources qu'on va avoir, même si je pense que le protocole de la SOFMER est ce qu'il y a de plus solide à l'heure actuelle, selon les contraintes propres au sport et selon aussi les coutumes dans les structures, et ben on va avoir des données différentes et c'est vrai que c'est assez pénible. Oui, non, les tests ISO, ça fait plus de 10 ans qu'on en fait. Hein. Je parle, ce qui est nouveau, c'est le CASTAR qu'on a introduit. Il y a une DAPO qu'on n'a pas passée, mais c'est pour ça que je voulais rebondir sur ce qu'a dit Nils. Donc, pour ce qui me concerne, c'est, encore une fois, arthromède, moins de 2 mm de différentiel, footing dans l'axe à 2 mois, 3 mois changement de direction, et puis après, en fonction de l'évaluation isocinétique et après du CASTAR, l'entraînement et la compétition. Les chiffres que tu as donnés, moi je pense que le footing dans l'axe léger sur du terrain plat, c'est pas je pense, les études biomécaniques ont montré que c'est pas quelque chose qui va générer de la contrainte sur le transplant. Donc moi ça m'a jamais gêné de faire courir les patients très vite dans l'axe, enfin très vite à 2 mois dans l'axe gentiment. Après, effectivement, dès qu'on va demander des changements de direction, qu'on va rajouter les contacts, là, c'est beaucoup plus risqué, bien sûr. Mais le footing léger dans l'axe, pour moi, c'est pas un problème. Et d'ailleurs, on ne peut pas imaginer attendre le CASTAR pour faire courir les patients dans l'axe, hein, puisque le patient, moi, c'est 2 mois, les protocoles généraux, c'est 3 mois. Le CASTAR, on va le faire à 4-6 mois. Donc, a posteriori, on peut dire ça, mais en tout cas, la logique, c'est faire courir le patient dans l'axe si l'axité antérieure est bonne, enfin bien contrôlée. Les appuis latéraux. À 4 mois, l'évaluation isocinétique, la première. Et là, si le patient est très bon, ce qui est rare, hein, puisqu'on a, je sais pas, mais on a, 80% qui sont à un déficit de plus de 20%. Donc, si l'évaluation est très bonne, on fera un CASTAR très vite, et puis ceux-là, on les mettra très vite à l'entraînement et à la compétition. Et tous les autres, on va leur dire, vous voyez, il faut bosser, vous n'êtes pas bon musculairement, et on fera CASTAR et évaluation isocinétique à 6 mois pour les remettre à l'entraînement ou à la compétition en fonction du stade où ils en sont. Oui, il y avait une chose que je voulais rajouter par rapport à ça, c'est qu'en rééducation, donc, les recommandations, c'est travailler en chaîne fermée. Les patients arrivent pour leur test isocinétique. Ils me disent oui, je pousse 70, 80, 100, 120. Et puis quand on fait le test ISO, on voit qu'ils ont 60% de déficit. Donc ils sont choqués et ils sont même un petit peu déprimés parce que moi je leur donne une mauvaise nouvelle. Et voilà, donc c'est une précision aussi à rajouter. Moi j'avais juste une question par rapport au CASTAR. Vous le faites en enchaînant le test isocinétique ou vous ne le faites pas le même jour? C'est par rapport à la fatigabilité des 2 tests en fait. Justement, c'est ce dont on discutait ce matin. L'idéal, effectivement, et c'est ce qu'ils font à Lyon, chez Réathlétique, ce serait justement de faire les 2 à la suite, puisque le test isocinétique sert, entre guillemets, d'échauffement pour après aller faire le CASTAR. Et selon les résultats du test isocinétique, on prévoit le CASTAR tout le monde derrière. Et en fait, c'est une discussion qu'on a justement en ce moment au cabinet pour pouvoir faire les 2 à la suite. Ce serait plus pertinent. Mais pour répondre à la question, actuellement, on ne le fait pas, c'est un objectif. Voilà. D'accord, ok, merci. Bonjour à tous. Je voudrais savoir si c'est possible de faire de l'isocinétisme avant les 4 mois et pourquoi à 4 mois, justement. Vous parlez de la rééducation ou du test ? Les 2. Je pense que la rééducation avec l'appui tibial, on peut imaginer en faire peut-être un peu avant, mais c'est vrai qu'on est tous un peu peureux sur les chaînes ouvertes. Après, il y a des séries qui montrent des tests à 3 mois d'évaluation isocinétique, mais comme de toute façon, si on parle que de l'évaluation, ils ne sont pas très bons à 4 mois, ils vont être encore plus mauvais à 3 mois. Donc, ça ne me paraît pas hyper intéressant. Après, la rééducation isocinétique, ça, c'est un autre débat avec l'appui tibial. Oui, bien sûr que mais c'est plus lourd. C'est souvent à
à mixer avec la rééducation qu'ils font avec leur kiné habituel, donc c'est pas si évident que ça, mais c'est quelque chose qu'on propose, oui, sur des patients qui sont un peu en retard, qui n'arrivent pas à progresser. Ça pourrait être intéressant de le mettre en place pour avoir de meilleurs bilans à 4 mois aussi. Merci. Et du coup, on pourrait commencer à combien de semaines si c'était pour de la rééducation à peu près? Moi, je pense qu'il ne faudrait pas avant 3 mois, de toute façon. Je vous embête encore un petit peu. C'était juste pour vous dire que moi, par exemple, mon expérience toujours professionnelle à l'utilisation de l'ISO, l'utilisation que j'en ai pour faire de la rééducation avant cette période de 3 mois, je l'utilise en excentrique, en fait, à vitesse très lente, surtout dans les interventions en DIDT avec la prise du greffon en droit interne. En fait, j'utilise en mode CPM, c'était le mode en fait arthromoteur de l'appareil, à vitesse très lente, à savoir entre peut-être 10-15 degrés secondes, juste pour faire de la contrainte excentrique sur la prise de greffon et faciliter la cicatrisation. Voilà sur quoi moi je commencerai. Ischio. Voilà, ischio. J'utilise en arthromoteur sur les ischios pour La chaîne ouverte sur les ischios, pas de problème. On parlait de la chaîne ouverte sur les quadriceps. Oui, quadriceps, non, mais voilà, juste dans l'utilisation de l'appareil, c'est vrai que c'est compliqué jusqu'au 3e mois de pouvoir l'utiliser correctement, et c'est vrai que c'est une mise en place qui est assez compliquée, qui est longue, donc l'utilisation intéressante pour l'avoir, au niveau des ischios, c'est ce qui reste le plus clair et normal, quoi. Après, quadri, ouais. Après, pour revenir sur cette histoire de chaîne ouverte, chaîne fermée, il y a pas mal d'études qui montrent que justement, à partir de 4 semaines, 6 semaines, ça dépend des études, il n'y a pas forcément de contrainte à faire de la chaîne ouverte. Par contre, de là à aller bourriner à force max sur l'isocinétisme, c'est complètement différent. Et je rejoins complètement ce qu'a dit le docteur Mandrino, où ce serait un peu délicat d'aller faire de la force max en chaîne ouverte avant 3 mois. Après, voilà. Question, non? Donc, je vais passer la parole à Christian. La conclusion, vraiment, c'est actuellement, vous le voyez dans votre pratique, il y a trop de ligaments croisés qui reprennent sans aucune évaluation. Je dis bien aucune évaluation. Pas de mesure d'élaxité, pas d'évaluation isocinétique, pas d'évaluation fonctionnelle. Ça, je crois que c'est pas du tout. Enfin, je crois pas, j'en suis sûr. C'est pas la bonne solution. Il faut vraiment faire passer ce message auprès de tous les chirurgiens, à savoir que il faut ces évaluations pour, encore une fois, se tranquilliser et réduire aussi le risque de rupture, de blessures ultérieures liées au mauvais contrôle.